Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement qui sera consacré cette fois-ci à la pensée de Lao Tse. Ça ne vous a sûrement pas échappé si vous connaissez déjà un peu ma chaîne ou mon travail. Il s'agit du premier auteur chinois, ou venant d'ailleurs que d'Occident, que je choisis d'aborder. D'ailleurs, il y a longtemps, j'avais même dit dans ma vidéo d'introduction à la philo, qu'il ne faudrait pas trop compter sur moi pour vous parler des philosophes chinois, car je n'y connaissais vraiment rien. Eh bien, entre-temps, ça a un peu changé, mais je suis loin d'être un érudit en la matière pour l'instant. Disons que j'ai assez travaillé la question et eu de nombreuses discussions avec des spécialistes et des passionnés pour m'assurer de ne pas dire de bêtises à ce propos. En plus de mes lectures, ça va de soi. J'ai choisi pour vous introduire à la pensée taoïste de commencer par le commencement, à savoir Lao Tse, puisque c'est de lui que vient la fameuse religion taoïste. Et aussi parce que c'est celui que je connais le mieux, ayant lu l'ouvrage qui lui est associé, le fameux Tao Te Ching, ou Tao Te Ching. Un certain nombre de fois, je l'ai lu, pour tenter d'en cerner autant que possible la sagesse qui y est contenue. Il faut d'ailleurs commencer par vous prévenir concernant la philosophie chinoise. Si vous n'avez jamais lu d'auteur qui soit taoïste ou qui soit originaire de Chine, euh, c'est totalement non académique, mais très éloigné de la philosophie occidentale, notamment en termes de méthode, bien qu'au niveau du fond il y ait parfois des éléments qui fassent penser à des théories développées par différentes écoles dès la Grèce antique. Pour Lao Tse, qui était contemporain de Confucius, autre figure importante de la spiritualité chinoise, le raisonnement logique, la démonstration rigoureuse et précise, la conceptualisation, de façon générale tout ce qui caractérisera la philosophie occidentale à partir de Platon, ne sont pas des voies d'accès à privilégier pour atteindre le vrai. En effet, pour Lao Tse et pour les adeptes du taoïsme, c'est principalement par une forme d'intuition que l'on parvient à saisir l'essence du monde qui serait justement le fameux Tao. Ainsi, cette essence constitutive du réel que représente le Tao est fondamentale, comme on va le voir, et le sage doit nécessairement se tenir aussi attentif que possible à l'égard de celle-ci. Le langage n'est pas la voie d'accès, on l'aura compris, à la sagesse réelle. Il y a un sentir qui va au-delà de ce que la pensée peut produire par elle seule et qui demeure la voie privilégiée du sage, se dirigeant ainsi vers la vertu. On peut nuancer ce point en relevant tout de même que des présocratiques comme Héraclite ou Parménide sont, en Occident, encore assez proches d'un penseur comme Lao Tse par le caractère énigmatique et parfois poétique de leur pensée. Il est difficile par ailleurs de ne pas penser aux stoïciens, au néoplatonisme ou aux mystiques quand on lit Lao Tse. Disons que Lao Tse est un penseur immense dont l'influence dépasse largement l'Asie ou l'Orient et qu'il est même un mythe à part entière, mais que sa pensée n'est certainement pas incompatible avec bon nombre de grands penseurs occidentaux, bien que très différente dans sa méthode et son approche comparée à de nombreuses écoles d'Occident. On relèvera d'ailleurs que le taoïsme est une religion à part entière et que c'est avec le confucianisme et le bouddhisme l'une des formes de spiritualité les plus importantes de Chine. Concernant Lao Tse lui-même, ce dernier aurait vécu entre moins 570 et moins 490 avant Jésus-Christ. Il est considéré par les Chinois comme un vieux maître légendaire, auquel on attribue même parfois des propriétés divines. On ignore d'ailleurs où et comment celui-ci est mort. Pour vous donner un ou deux exemples qui sont assez drôles, je trouve, on l'imagine que le vieux maître est né déjà avec une barbe et des cheveux gris. Vous imaginez la tête de la mère de Lao Tse. Mesdames, si jamais un jour vous accouchez d'un enfant avec une barbe
Et avec les cheveux gris, hein, s'il vous plaît, conservez-le précieusement. Il va peut-être bouleverser la spiritualité à échelle mondiale. Hein. Ça vaut peut-être le coup de le garder avec vous. Et bon, et en fait, bah, on sait pas comment il est mort, mais justement, toujours d'après ces mêmes légendes, il se serait directement réincarné. Hop, même pas besoin de mourir, trop fort. Bon voilà, hein, c'est juste des petites anecdotes que je vous donne comme ça en passant. Hein. En tout cas, moi, j'ai choisi ici de vous livrer quelques clés de lecture hein, concernant ce très bel ouvrage qu'est le Tao Te Ching. Et avant toute chose, je tiens à vous prévenir, même si je pense interpréter correctement et comprendre la parole du vieux maître, je ne suis qu'un simple être humain. D'ailleurs, vous aussi vous l'êtes, et je pense qu'il y aura toujours un minimum d'incertitude concernant ce que Lao Tzu a réellement voulu nous dire ou nous transmettre. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas que le Tao Te Ching est une affaire d'interprétation sans cesse relative et que je vais vous raconter n'importe quoi, hein, sinon je ne prendrai pas la peine de faire cet enregistrement. Bien sûr, mais vu qu'il est composé d'aphorismes et de maximes écrites souvent dans un style brumeux, pour ne pas dire parfois tout bonnement mystérieux ou obscur, il ne suffit pas de réfléchir un bon coup dessus pour prétendre en avoir percé tous les secrets. La lecture de Lao Tzu est une lecture bien plus exigeante par certains égards que certains textes techniques de philo pur et dur. Il exige du lecteur une pleine méditation et un retour régulier sur soi-même afin de méditer sur les principes qui y sont dévoilés ou qui apparaissent tout simplement comme étant tout bonnement voilés. Le travail que je propose ici demeure humble, je ne fais que vous transmettre ce qui m'est apparu comme essentiel en le lisant. J'ai quand même choisi, j'ai opéré une sélection de certains aphorismes à partir d'un fil conducteur qui serait la non-violence, hein, bien sûr, puisque on peut constater que Lao Tzu est un précurseur de cette notion-là. Et à partir de là, je vais vous synthétiser des éléments de sa pensée qui semblent se rapprocher d'un certain consensus. Donc, avant de me lancer dans un commentaire suivi de certains extraits, je précise que j'ai choisi, par conséquent, de me concentrer sur un concept que je trouve très intéressant, à titre personnel, et qui demeure celui du non-agir. Avant de l'aborder, je vais vous dire quelques mots sur des éléments métaphysiques importants de sa pensée, le yin et le yang notamment, qui sont originaires de cette spiritualité, et je me focaliserai ensuite sur la non-violence, qui peut être considérée concrètement comme un des aspects liés à la philosophie du non-agir que l'on peut déduire de ce qui va suivre. Tout d'abord, on nomme le Tao Te Ching, livre sacré de la voie et de la vertu. Le taoïsme repose sur la notion de Tao, considéré comme principe suprême. Ce principe règle l'harmonie qui demeure entre le yin et le yang. Le yin est le principe que l'on qualifie de féminin, d'obscur et de passif, tandis que le yang serait un principe masculin représentant la lumière, l'énergie, quelque chose d'actif donc. Les phénomènes de la nature sont liés à l'alternance harmonieuse entre ces deux principes régis par le Tao. C'est très abstrait et pour une fois il m'est difficile de l'illustrer, mais ce qu'il faut retenir c'est que le monde est régi par deux principes qui sont le yin et le yang, symbolisés généralement par deux éléments complémentaires d'une même sphère, hein, que vous avez tous déjà vu quelque part, c'est un symbole extrêmement connu. D'un côté, une énergie froide évoquant la passivité, de l'autre, une énergie chaude évoquant l'activité. Ces deux principes, qui semblent opposés, s'alternent et ce de façon harmonieuse grâce au Tao, qui est le troisième terme permettant cette harmonie. Le Tao est aussi ce qui est à l'origine de tout. Très simplement, il y a deux principes opposés qui pourraient, par leur interaction et leur confrontation, être source de chaos et de conflictualité, qui pourrait même entraîner le monde à sa perte, mais il existe une harmonie entre ces deux principes, et cette harmonie, c'est le Tao qui le permet.
Quand on regarde bien autour de soi, on peut en sentir les effets. Le soleil laisse toujours place à la lune de façon équilibrée et vice-versa. L'homme et la femme se complètent malgré leurs différences respectives, ne serait-ce qu'au plan biologique. L'un féconde et l'autre engendre, pourrait-on dire. Bref, je ne sais pas si c'est nécessairement ultra pertinent, mais je n'ai pas trouvé d'autre manière d'illustrer ce point. Il y a partout dans le monde des choses qui s'opposent, mais ces oppositions participent malgré elles d'une parfaite harmonie du tout. Cette harmonie du monde, garantie par le Tao, qui régit le yin et le yang, comme je l'ai dit, est également synonyme de force créatrice originelle. Il serait tentant d'assimiler le Tao à Dieu, mais ce serait sans doute une erreur, et d'ailleurs, nombreuses sont les tentations de calquer sur une philosophie qui nous est étrangère et éloignée des considérations occidentales et chrétiennes. Nous nous en tiendrons dans notre cas à la lettre du texte. Lao Tse dit au chapitre 25, ceci qui est très important, « Il y avait quelque chose d'indéterminé avant la naissance de l'univers. Ce quelque chose est muet et vide. Il est indépendant et inaltérable. Il circule partout sans se lasser jamais. Il doit être la mère de l'univers. Ne connaissant pas son nom, je le dénomme Tao. Je m'efforce de l'appeler grandeur. » Fin de citation. On constate que d'après Lao Tse, avant que toute chose soit descriptible et possède des propriétés que l'on puisse dater et désigner, il faut bien qu'il y ait rien, ou en tout cas quelque chose qui semble s'en rapprocher. Il ne s'agit pas de considérer que le monde est né ex nihilo, à moins de considérer que le Tao est rien ou une forme de néant. Disons que le Tao n'étant pas descriptible et échappant à nos moyens de connaissance traditionnels, il doit nécessairement échapper à toute existence matérielle et spatio-temporelle. Si on suppose un commencement à l'univers, il est évident que quelque chose en est la mère au sens de matrice, et il s'agit ici du fameux Tao. Ce Tao qui n'a nullement eu à être créé ou engendré, puisque c'est lui qui engendre, d'où le terme de mère, est synonyme de grandeur, car il échappe à toute mesure relative qui serait le propre de notre esprit et de ses limites. Sa grandeur serait donc bien plutôt absolue. Il apparaît comme étant rien de particulier en apparence, mais en réalité il est tout, car son influence continue de s'exercer dans le monde entier par l'harmonie qu'il confère au tout et que j'évoquais juste avant. Avant notre monde, avant l'univers, il faut supposer un principe créateur, et ce principe est ce en raison de quoi tout est tel qu'il est, car il n'a pas été créé et a toujours été. Il s'agit donc du Tao. Voici ce qu'il en est pour les principaux éléments métaphysiques de la pensée taoïste, et c'est justement de cette métaphysique profonde et vertigineuse que découle la fameuse éthique du non-agir qui parsème le Tao Te Ching. On attribue à Lao Tse les propos suivants qui résument assez bien cette pensée. Mes principes sont très faciles à comprendre. Ils enseignent le devoir d'appliquer d'abord à soi-même les règles qu'on voudrait voir appliquées par autrui, c'est-à-dire apprendre à se connaître, à se maîtriser. Fin de citation. On comprend ici un principe essentiel qui est le propre du taoïsme, et il s'agit de l'exemplarité. On verra notamment un peu plus tard que Lao Tse a cette conception de la sagesse comme disposition capable d'exercer une profonde influence sur les hommes, qui en sont les contemporains. Le sage, aussi étrange que ça puisse paraître dans notre triste époque, a la capacité de changer les choses, ou plutôt de leur faire prendre le cours harmonieux du Tao en montrant l'exemple à travers son comportement et ses actions. La grandeur de la sagesse pour Lao Tse a ceci qu'elle n'est pas une vertu privée, destinée à ne profiter qu'à son possesseur, mais elle a la puissance d'exercer une influence sur les autres hommes et de servir d'inspiration. Il reste cependant à préciser maintenant en quoi le sage se maîtrise parfaitement et se connaît ainsi de la meilleure façon. Quelques contresens
doivent être évitées dès le début lorsque l'on se penche sur Lao Tzu et son fameux concept du non-agir. Le terme de non-agir étant ce qu'on pourrait qualifier de faux ami, si on cherche à en comprendre la signification. Tout d'abord, le non-agir n'est pas le rien faire. Il ne s'agit pas d'être le simple spectateur de sa vie et d'attendre passivement, tel un mauvais stoïcien, que le destin fasse les choses pour nous. Ce n'est pas une apologie de la passivité que fait Lao Tzu. Ensuite, le non-agir n'est pas un précepte qui nous dicte de nous retirer du monde et de considérer celui-ci avec mépris et avec une indignation rentrée, bien que tout soit fait pour nous tenter d'aller sur ce chemin-là. En réalité, c'est très subtil, mais le taoïsme prône une forme d'ouverture au monde. Il faut être informé sur le cours du monde et des événements autant que possible, mais faire comme si l'on ne savait rien, avec une forme d'ignorance feinte qui n'est pas, sans rappeler un certain Socrate. Il faut rester critique autant que possible à son égard, mais ne pas faire violence au cours des choses telles qu'il semble se présenter. On retrouve une première occurrence évoquant le non-agir dès le chapitre 2 concernant l'agir du sage, je le cite, « Car l'être et le néant s'engendrent, le facile et le difficile se parfont, le long et le court se forment l'un par l'autre, le haut et le bas se touchent, la voix et le son s'harmonisent, l'avant et l'après se suivent. C'est pourquoi le saint adopte la tactique du non-agir et pratique l'enseignement sans parole. Toutes choses du monde surgissent sans qu'il en soit l'auteur. Il produit sans s'approprier, il agit sans rien attendre. Son œuvre accomplie, il ne s'y attache pas. Et puisqu'il ne s'y attache pas, son œuvre restera. » Fin de citation. Ici, Lao Tzu joue sur les opposés, être et néant, facile et difficile, haut et bas, avant et après, etc. Le but est de montrer que toute chose s'accompagne toujours de son contraire et qu'il serait totalement absurde de juger du réel en fonction de nos affections personnelles, sans comprendre la nécessité de ce qui s'y joue. Le saint n'a pas besoin de paroles ou de longs discours philosophiques, tels que le nôtre, qui essaye de rendre compte de la pensée taoïste avec des mots. Il enseigne aux autres la voie à suivre par ses actes. C'est en ce sens qu'il produit sans s'approprier, il n'a pas besoin de faire en sorte que les autres le suivent ou exaucent ses désirs pour la simple et bonne raison qu'il n'en formule aucun face aux choses du monde, dont il sait qu'il n'est pas l'auteur. Il a déjà compris que le réel est régi par le Tao et qu'il lui appartient de se rendre réceptif à celui-ci. L'œuvre du sage aura d'autant plus de pérennité et de stabilité selon Lao Tzu que le sage n'y sera pas attaché. Il n'aura pas fait en sorte d'agir contre quelque cours naturel que ce soit, il n'aura pas tenté de façonner le monde conformément à une volonté distincte du cours de celui-ci, et par conséquent, il sait que le résultat de son œuvre dépendra en définitive du Tao. Il s'en remet à lui et c'est ainsi qu'il demeurera éternel dans son œuvre, car il n'aura pas cherché à l'être justement. Ce que le taoïsme nous enseigne ici, c'est l'humilité et l'oubli de soi, allant jusqu'à oublier le résultat auquel nos actions donneront lieu. Par ce parfait détachement et en même temps par ce profond attachement au Tao qui parcourt le réel et lui donne une certaine tendance que nous nous rendons par là même éternels une fois que notre seule œuvre demeure. Le Tao est donc le seul et véritable maître des hommes. À l'inverse, l'homme violent qui tente de commander aux autres et de faire violence au cours des choses du monde, car c'est son seul moyen de tenter d'y parvenir, non seulement n'est pas un saint, mais il sera puni par un retour de bâton inévitable pour s'être cru supérieur au cours naturel des choses. Qui défie le Tao et fait preuve de démesure et de violence comme seul moyen d'assouvir cette soif de pouvoir liée à la démesure s'en mordra les doigts tôt ou tard. On retrouve ici le non-agir comme action stratégique et appropriée, à l'inverse de l'agir violent et immoral d'un tyran
ou d'un homme sanguinaire, au chapitre 30, je cite, de nouveau Lao Tzu nous dit « Celui qui se réfère au Tao comme maître des hommes ne subjugue pas le monde par les armes, car cette manière d'agir entraîne habituellement une riposte. Où campent les armées poussent épines et chardons. Ainsi, un homme de bien se contente-t-il d'être résolu sans user de la force. Qu'il soit résolu sans orgueil, qu'il soit résolu sans exagération, qu'il soit résolu sans ostentation, qu'il soit résolu par nécessité. C'est en ce sens qu'il est résolu, sans imposer par la force. » Et au chapitre 42, il rajoute « Qui se diminue, grandira. Qui se grandit, diminuera. J'enseigne ceci après d'autres. L'homme violent n'aura pas une mort naturelle. Que celui qui l'a dit soit mon maître. » Fin de citation. Ici, on constate bien que la violence appelle nécessairement toujours à la violence. Celui qui veut que le monde se modèle conformément à sa volonté doit prendre les armes pour cela, mais il devra nécessairement essuyer la riposte d'une violence contraire s'opposant à sa volonté. Le vertueux, l'homme de bien, ici, n'est pas une sorte de paillasson qui se laisse porter par le cours des choses sans jamais agir, comme je l'ai déjà mentionné, mais il n'est pas non plus quelqu'un de résolu qui serait prêt à tout pour atteindre son objectif. En fait, l'homme de bien, ce qui fait qu'il n'est pas prêt à tout pour atteindre son objectif, c'est justement qu'il est aligné par rapport au Tao, vous voyez ? Donc il n'a pas besoin, en fait, de faire violence au cours des choses. La violence, c'est justement le propre de celui qui n'a pas su trouver la voie de la sagesse et de la vertu, qui n'est pas aligné sur le Tao. La résolution, le fait d'être ferme et déterminé dans ses actions, doit toujours s'accompagner d'une grande humilité et d'une certaine maîtrise de soi, qui y est liée, et donc une certaine maîtrise de son désir, d'où la mention d'absence d'exagération par Lao Tzu. Un homme sage sait conduire les autres là où il a senti qu'il fallait aller, mais sans contraindre par la force. C'est ça qui est fort. Il est nécessaire d'être déterminé, mais cette détermination ne se fait pas à n'importe quel prix et ne doit pas aller à l'encontre de l'harmonie du Tao que le sage doit également pressentir intuitivement. Il faut donc ne pas se voir comme plus important que ce que l'on est réellement. L'humilité du sage est une vertu fondamentale dans la pensée taoïste, car elle finit tôt ou tard par profiter à son détenteur. Celui qui se voit comme plus grand qu'il ne l'est, par exemple, le tyran qui pense pouvoir imposer aux autres hommes sa volonté et modeler le monde à sa guise, ne doit pas s'attendre à une fin heureuse et paisible qui serait naturelle, puisque lui-même, il fait quelque chose de contre-nature. Donc vous voyez, c'est au-delà du fait que ça soit une question de karma, c'est surtout une question de logique. Donc il sera rattrapé par le cours des choses, il sera conduit à sa perte. L'usage de la violence faisant obstacle au cours naturel du Tao, le Tao qui reste le maître des hommes l'entraînera à sa perte, il sera assassiné et englouti par le cours du monde qui le dépasse et dont pourtant il a l'impression illusoire d'être le maître à un moment donné. Il ne faut jamais se croire à l'origine de ce qui se produit dans le monde, mais jouer le rôle que nous pensons avoir à y jouer, sans jamais y projeter d'attentes excessives et demeurer humble, aidé en cela par la connaissance que procure celle du Tao. Au plan philosophique, l'éthique de Lao Tzu a également une portée politique puisque l'État ne doit pas réprimer ou faire preuve de violence. S'il veut assurer un ordre qui soit stable, il doit même plutôt satisfaire les libertés et les besoins des individus, car telle est la fonction instrumentale de ces lois. On est sur une conception de l'État qui, par certains égards avec nos repères actuels et occidentaux, ferait penser à une forme de libéralisme, puisque Lao Tzu part du principe que c'est en ne faisant rien qui aille contre le désir des uns et des autres que l'on créerait un meilleur État possible. D'où l'extrait suivant du chapitre 52. Un État se régit par les lois, une guerre se fait à coup de surprise.
Mais c'est par le non-faire qu'on gagne l'univers. Comment le sais-je? Par ce qui suit. Plus il y a d'interdits et de prohibitions, plus le peuple s'appauvrit. Plus on possède d'armes tranchantes, plus le désordre sévit. Plus se développe d'armes tranchantes, plus le désordre sévit. C'est ce que nous dit Lao Tzu ici, et d'ailleurs il met ça en parallèle avec le développement de manière générale des techniques liées à l'industrie de l'homme, puisqu'il dit ensuite que plus se développe l'intelligence fabricatrice, plus en découlent d'étranges produits. Et il rajoute plus se multiplient les lois et les ordonnances, plus foisonnent les voleurs et les bandits. C'est pourquoi le saint dit: si je pratique le non-agir, le peuple se transforme de lui-même. Si j'aime la quiétude, le peuple s'amende de lui-même. Si je n'entreprends aucune affaire, le peuple s'enrichit de lui-même. Si je ne nourris aucun désir, le peuple revient de lui-même à la simplicité. Fin de citation. On retrouve ici l'idée selon laquelle l'État, par une politique répressive, entraîne davantage de vices et de dégâts que s'il s'assurait que ses citoyens soient réellement comblés et ne manquent de rien. Plus l'État pose des interdits et veut encadrer autant que possible la vie des citoyens en leur laissant peu de marge de manœuvre, plus l'État engendrera de la pauvreté, mais aussi par voie de conséquence, des bandits et des voleurs qui, par réaction, chercheront à obtenir par des moyens malhonnêtes ce que l'État ne fait pas en sorte de leur procurer par des moyens légaux. On peut supposer que les lois doivent poser le minimum d'interdictions possible aux citoyens, puisque trop d'interdictions engendrent le contraire de l'ordre et de la vie paisible. Ce trop-plein d'interdictions étant mis sur un même plan que le trop-plein d'armes qui vont entraîner davantage de violence, synonyme de désordre. De la même façon, développer toujours plus l'intelligence technique engendrera des inventions toujours plus bizarres et superflues. Cette phrase de Lao Tzu, à l'heure actuelle, avec le développement sans cesse accru de l'intelligence artificielle et de la technologie, prend une dimension bien particulière. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas en réprimant ou en violentant que l'on obtient la paix, c'est au contraire en ne faisant rien contre les aspirations des uns et des autres que l'on conduit par notre seul exemple de sagesse les autres vers la voie de la vertu et de la simplicité. Par exemple, on n'élève pas un enfant en le giflant régulièrement dès qu'il fait une bêtise, ou en lui posant un maximum d'interdictions, on l'élève en lui montrant avant toute chose l'exemple par nos actions et en exerçant une influence sur lui qui n'utilise pas la violence comme moyen pour y parvenir. Le peuple n'est pas perdu s'il trouve un sage qui puisse l'inspirer par son humilité et sa vertu. Il a besoin de suivre la figure d'un saint pour être conduit sur la bonne voie. La simplicité et l'humilité, en tant que vertu fondamentale dans la pensée taoïste, ne s'acquièrent pas de façon brutale ou forcée. Il suffit pas de se dire « Ah, il faut que je sois sage, je vais tout faire pour l'être. » Ça marche pas comme ça. Elles s'entretiennent par l'observation et l'imitation de figures saintes qui, par elles-mêmes, ont la faculté de nous émouvoir et d'entraîner de l'admiration chez nous. Concernant le non-agir lui-même, il semble donc qu'il s'agisse d'agir par des actions qui ne sont pas considérées comme des actions ayant comme visée la transformation du monde, puisque le monde est tel qu'il est, conformément à l'harmonie permise par le Tao. Pour illustrer ce point et le rendre moins abstrait, il y a une expression que nous connaissons, vous et moi. Il s'agit de l'expression courante « force tranquille ». Vous savez, on dit de celui-là que c'est une force tranquille, quand on parle de quelqu'un qui, sans forcer justement, en toute tranquillité, parvient à un résultat qui soit un maximum efficace. Il parvient là où il est difficile d'aller, sans donner l'impression d'avoir dû lutter contre une quelconque forme de force extérieure à lui. Et c'est précisément ce qui transparaît à travers le chapitre 63, où Lao Tzu décrit la pratique du non-agir, je cite « Pratique le non-agir, exécute le non-faire,
goûte le sans saveur, considère le petit comme le grand et le peu comme le beaucoup, attaque une difficulté dans ses éléments faciles, accomplit une grande œuvre par de menus actes. La chose la plus difficile au monde se réduit finalement à des éléments faciles. L'œuvre la plus grandiose s'accomplit nécessairement par de menus actes, le saint n'entreprend rien de grand et peut ainsi parfaire sa propre grandeur. Qui promet à la légère tient rarement parole. Qui trouve tout facile éprouve nécessairement beaucoup de difficultés. Le saint tient tout pour difficile et ne rencontre finalement aucune difficulté. Fin de citation. On constate donc ici que le non-agir va de pair avec une certaine forme d'indistinction ou d'indifférence dans le jugement. De façon plus profonde, le non-agir possède une dimension métaphysique qui prolonge le caractère indéterminé originellement du Tao. Le Tao, nous l'avons vu, en tant que principe premier non déterminé, n'a pas d'affection humaine. Il est muet et silencieux et ne porte pas en lui d'intention particulière. Et bien justement, le sage doit se régler sur le Tao. D'une part, comme on l'a vu, il doit sentir son cours naturel et ne rien faire qui aille contre lui, mais il doit aussi, par conséquent, de façon logique, s'aligner sur ce dernier en étant inspiré par son indétermination et son indifférenciation. Il ne s'agit donc pas dans la pratique de trouver que telle ou telle tâche est plus ou moins facile à entreprendre, mais considérer les choses de manière égale, comme étant également difficiles les unes les autres. Pourtant, l'éthique du non-agir ne doit pas entraîner un découragement et vise l'action stratégique. Il ne s'agit pas de se montrer excessivement ambitieux en s'imaginant soulever des montagnes d'un seul coup, mais tel le petit colibri qui tente d'éteindre un incendie en jetant une petite goutte au-dessus de la forêt de façon régulière, commencer par de petites actions simples et méthodiques, la longue et difficile tâche que l'on s'est fixée. Et évidemment, le petit colibri ne peut rien tout seul, mais s'il pouvait inspirer d'autres personnes par son exemple, une armée de petits colibris arriverait peut-être à un résultat. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc que l'objectif soit de cuire des pâtes ou de réussir le CAPES pour certains ou l'agrégation de philo pour d'autres, la difficulté ne doit jamais être sous-estimée et il faut accorder un réel sérieux à ce à quoi on s'emploie en accomplissant les petites actions nécessaires qui, mises bout à bout, vont nous permettre d'atteindre notre objectif, quelle qu'en soit la difficulté ou la longueur supposée. Le saint n'entreprend rien de grand, dans le sens où il ne veut pas spécialement briller par ses actions, puisqu'il est humble, mais ses actions mises bout à bout lui conféreront un jour une grandeur et une sainteté perçue et reconnue par les autres. On parfait sa propre grandeur en se rappelant à quel point nous ne sommes pas les maîtres de ce qui arrive, mais que notre rôle à jouer est réel par l'humilité avec laquelle nous abordons chaque problème ou objectif au cours de notre existence avec persévérance et résolution. En fait, quand Lao Tzu dit que celui qui trouve tout facile éprouve nécessairement des difficultés, ce qui paraît paradoxal et contradictoire pris comme ça, c'est que précisément il ressent des difficultés parce qu'il se prépare pas suffisamment à la difficulté, vous voyez. Donc en fait, c'est parfaitement logique. Enfin, il est bien possible d'être non-violent pour peu que l'on s'aligne sur le Tao et la voie de la vertu que trace ce dernier dans la sagesse qu'il exige de nous pour être en harmonie avec lui. L'humilité et la quiétude d'esprit doivent également caractériser ceux qui possèdent des pouvoirs politiques. Celui qui pense détenir un réel pouvoir et des privilèges ne peut que céder à la démesure et s'éloigner du Tao, ce qui lui assurera un destin funeste comme on l'a déjà vu précédemment. Je terminerai donc ici par cette très belle citation, issue du chapitre 68 du Tao Te Ching, et vous dis à une prochaine fois pour de nouveaux enregistrements philosophiques. Un véritable chef militaire n'est pas belliqueux. Un véritable guerrier n'est pas coléreux. Un véritable vainqueur ne s'engage pas dans la guerre.
Un véritable conducteur d'hommes se met en dessous d'eux. On retrouve là la vertu de non-rivalité et la capacité de conduire les hommes. Tout cela est en parfaite harmonie avec la loi du ciel.